Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux. On a vu vos petits messages, il y a des gens d'un peu partout dans le monde, Québec, Belgique, Suisse et de toute la France, hein, on s'en doutait un petit peu, mais vraiment de toute la France, depuis la Provence jusqu'à la Normandie, du Pas-de-Calais jusqu'à l'Alsace. C'est super, c'est assez impressionnant. Vous êtes un peu plus de 950 inscrits à ce webinaire. Et donc ce soir, là, vous êtes déjà presque 300. On attend encore quelques entrées, quelques arrivants. Alors, ce soir, moi j'ai le plaisir de recevoir Olivier Henrigaud, que je connais depuis quelques années, et qui a décidé de nous rejoindre, avec comme thématique ce soir, photo animalière et créativité. Eh ben, comment est-ce qu'on raconte une histoire à travers la nature? Alors, on va s'orienter un petit peu sur les animaux, vous allez voir. Je rappelle très rapidement comment se déroulent nos webinaires. Dans un premier temps, Olivier va se présenter et puis ensuite il va animer son sujet. À cet effet, on a prévu deux très courtes vidéos, un petit sondage, un petit quiz pour que ce soit un peu interactif parce que vos micros sont coupés, mais vous allez voir, on arrivera à vous faire participer quand même. À l'issue de la présentation d'Olivier, il y aura une petite page de pub avec notre partenaire qui est Digitphoto, puisqu'il y a une offre spéciale sur les écrans BenQ, mais ce sera très court. Et on terminera par une session questions-réponses. Et tout à la fin, Olivier aura le dernier mot et il vous a prévu une troisième très courte vidéo pour vous montrer un petit peu ce sur quoi il est en train de travailler. Mais sans plus attendre, je vais laisser Olivier se présenter, donc en tant que photographe, il vous expliquer un petit peu comment il en est arrivé là. Et puis, on va dérouler tout ça ensemble. Vas-y, Olivier. Eh ben, bonsoir Hervé, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous. Donc on m'a invité pour ce webinaire sur une thématique que je pouvais refuser difficilement, donc raconter une histoire à travers la nature. Et du coup, comme vous le savez, moi je suis photographe, reporter animalier. Et avant, bien sûr, de me tourner vers l'environnement et la nature et la protection des écosystèmes, hein, parce que ce n'est pas que la protection de l'environnement. Aujourd'hui, on protège vraiment des écosystèmes en particulier. Du coup, je viens du monde de l'agence de presse. Voilà, donc c'était une partie de mes premières années, hein, de 10 ans au sein des plus grandes agences de presse. Et vous allez voir, c'est un lien vraiment très connexe avec mon métier d'aujourd'hui, parce que quand je travaillais pour la presse, évidemment, il fallait raconter aussi ce que je voyais, hein, c'était du photojournalisme, donc bien sûr monter des histoires, voilà, ramener des sujets. Et donc voilà, donc pendant 10 ans, je travaillais pour les plus grandes agences de presse, et donc après, je me suis tourné bien sûr vers l'environnement, et mon premier voyage animalier, mon premier grand voyage animalier, ce fut le Kenya. Et le Kenya, je suis tout de suite ce que c'était ma deuxième maison après avoir foulé les terres kenyanes. J'ai tout de suite su que le Kenya, je ne les quitterai plus. Et aujourd'hui, du coup, vous allez être dans mon bureau avec moi et je vais pouvoir, alors vous allez voir tout de suite, vous partager mes images, on va dire des images diverses et variées, voilà, des images que je n'ai pas diffusées, hein, pour la plupart. Et comme ça vous permettra d'être avec moi, hein, dans mon univers, de l'editing aussi, hein, on parlera d'editing, c'est très important. Et puis voilà, donc là, ces images-là qu'on va voir ce soir, elles ont fait l'objet d'une étude particulière pour le livre Kenya Safari. Voilà, c'est un ouvrage qui est paru il y a quelques années. Et voilà, qu'on pourra vous montrer après, parce qu'il y a un soin particulier aussi qui est fait par rapport à l'imprimerie. En tant que photographe, c'est vrai, quand on sort du print, quand on sort des livres, et il faut qu'on soit vraiment très précis par rapport à la colorimétrie. Et voilà, donc travailler avec des bons outils. On va parler après de matériel, on va parler de boîtier, d'optique. Il ne faudra pas hésiter à poser vos questions dans le chat, qui m'a l'air super parce qu'il est ouvert. Donc ça, c'est génial. Je vois tout, et puis Hervé va pouvoir
traiter toutes vos demandes et on va essayer d'y répondre au mieux. Et aussi, évidemment, il y a l'aspect de l'écran, l'écran qui assure une belle colorimétrie, une belle sortie d'image pour vos tirages, d'accord, et aussi pour le web, bien évidemment. Donc ça, on va pouvoir en parler aussi après. Et voilà. Mais bon, déjà, pour une bonne mise en bouche, je pense que on va peut-être, je vais peut-être vous montrer un peu mon quotidien dans la savane. Et c'est quoi une journée type dans le Kenya. Voilà, on va vous diffuser une petite vidéo. Hervé, je pense que tu peux la lancer. Alors, si tu veux, avant la vidéo, moi je propose qu'on fasse un très rapide sondage pour un petit peu connaître notre audience et puis savoir dans quel état d'esprit ils sont par rapport à la photo animalière. Et dans la foulée, on fait la vidéo si tu es d'accord. Bien sûr. Alors, petit sondage, c'est parti. Donc, vous devez avoir affiché sondage photo animalière, vous et la photo animalière, et vous pouvez répondre ce que vous souhaitez. Alors, c'est des propositions qui ont suscité beaucoup de temps, quand même, on vous le dit. On peut cocher plusieurs cases pour ceux qui se posent la question. Et puis ça nous permet évidemment de voir un peu aussi sur quel terrain on va aller durant ce webinaire, parce que ce webinaire, évidemment, on a des sujets à aborder ensemble, mais c'est vrai qu'en fonction des questions et de l'intérêt de chacun aussi, on peut ajuster. C'est là tout l'intérêt de faire ça en live aussi. Donc on voit quand même qu'il y en a qui souhaitent quand même se perfectionner. Oui. Beaucoup, tu vois, il y en a qui ont déjà fait de la photo animalière et qui souhaitent progresser. Et puis beaucoup, comme souvent dans les webinaires qu'on fait depuis plusieurs années, c'est découvrir des trucs, astuces, et puis comprendre l'approche du photographe. C'est-à-dire, il y a ton approche, c'est une des approches, parce qu'en photo animalière, il existe certainement des tas d'écoles. Et toi, tu vas montrer comment toi, tu t'y prends, et ça permet aux gens d'être inspirés, de trouver des approches peut-être différentes des leurs. Donc, le webinaire, le questionnaire est terminé. J'affiche les résultats. Donc, vous devriez avoir maintenant... Moi, j'aime bien le numéro 4, mais après, ça serait... Voilà. Perso. Donc, je rêve d'essayer 13%. J'en ai déjà fait 62%. Je suis là pour découvrir trucs et astuces, 67%. L'animal, c'est moi, 4%. Comment gérer la lumière, 23%. Et que ce n'est pas directement la question, mais c'est un des points importants et je sais que tu vas l'aborder. Tout à fait. Et oui, parce que l'élément le plus important dans la photographie, c'est quand même la lumière et dans tous les états qu'on puisse, dans tous les environnements qu'on aborde, la lumière est très très importante et voire cruciale. Et puis après, on va voir un petit peu comment on peut jouer avec cette lumière. Mais bon, avant tout, on va partir direct en vidéo avec un petit montage que je vous ai préparé. Et voilà. Moteur, Hervé. Ouais, parce qu'Olivier, il fait de la photo, il fait aussi de la vidéo. Je lance la vidéo.
ah ben voilà, donc ça c'est une journée type au Kenya du coup Hervé, hein. Donc c'est un matin levé tôt, effectivement, donc c'est un lever à 5h, 5h30 max, et puis après avec un petit café, un petit cake, et puis on prendra le petit déj un petit peu plus tard dans le Masai Mara. Et donc après, on va chercher effectivement ces premières lueurs de la journée. Donc là, on commence déjà à parler de la lumière, et on va chercher effectivement des sujets dans la nature. Et bon, vu que la nature a plein de choses à nous offrir et qu'à chaque fois, on est toujours surpris, hein, tout ça, le matin, on va chercher soit des silhouettes. Vous l'avez vu dans la vidéo, ça peut être des éléphants au lever, ça pourrait être peut-être des girafes. Des girafes. Alors d'ailleurs, à ce sujet-là, je vais vous montrer par exemple sur un lever pas loin en sortant directement du camp où j'étais, voilà par exemple les girafes de bon matin, vous voyez le contre-jour, donc voilà avec ces silhouettes qui se dégagent. Donc voilà, donc là déjà le matin, on va directement essayer de chercher ce type d'image. Et les lumières les plus importantes de la journée, et là, effectivement, on aurait pu aussi vous questionner tout là-dessus, c'est quels sont les meilleurs moments. Et on sait très bien que les meilleurs moments sont la golden hour, mais que ce soit en début de matinée, donc au lever du soleil, et bien sûr au coucher du soleil. Et c'est là où on va avoir les plus belles lumières sur les sujets. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on cherche avant tout? C'est avoir des lumières qui sont des lumières douces, évidemment. Donc, si par exemple, on prend un exemple sur ce type d'image-là, effectivement, là, on voit par exemple que c'est une fin de journée. Voilà, donc on a une lumière qui est plutôt douce sur le sujet. Tandis que, effectivement, vous doutez bien, si on va directement photographier à midi, hein, on va avoir le soleil qui va être à son zénith. Et pour n'importe quelle photo que vous allez faire, même des photos de portrait, hein, de n'importe quel sujet, effectivement, la lumière ne sera pas bonne, elle ne sera pas flatteuse. Pourquoi? Parce que vous allez avoir directement la source qui va arriver sur le haut du sujet. Et ça va en plus faire des ombres déportées. Si par exemple, on voulait voir un exemple, par exemple là, ici, on voit que sur ce guépard-là qui est tranquille, eh ben, on est sur une lumière qui est plutôt une lumière de journée, quoi, en pleine journée. Et là, juste après, effectivement, on a un peu, là par exemple, j'ai un petit peu rattrapé un petit peu bien sûr la zone d'ombre là-dessus. Donc ça fait partie un peu de l'editing. Voilà. Alors après, moi, je fais pas un gros travail d'editing, d'infographie. Hein. Je pense que la plupart connaissent mon travail. Je suis pas là pour retravailler les images de fond en comble. À la prise de vue, je suis le plus précis possible. En tout cas, c'est ce que je m'efforce pour avoir le moins de travail à faire derrière en editing, et pour que l'editing reste quelque chose de très ludique, quelque chose où je m'amuse, où je m'éclate dans mon bureau pour pouvoir sublimer mes photos et mettre des couleurs dans mes images, des couleurs des fois complémentaires, hein, aussi, ou des triades de couleurs, mais déjà les couleurs complémentaires, c'est déjà très bien. Mais là, vous avez vu déjà ce type d'image avec le guépard, voilà, on a vu tout de suite que la lumière était plutôt dure. Voilà. Comme là, d'ailleurs, elle est plutôt aussi, d'ailleurs, sur ce même guépard-là. Olivier, petit détail technique, si tu peux te rapprocher un tout petit peu de ton micro, le son pourrait être un chouïa plus proche. Je ne sais pas où est ton micro. Ok. Ah bah, Ou alors tu parles un peu plus fort, comme tu as envie. Oui, bien sûr. Alors, donc, je parlais des lumières, voilà, qui étaient importantes. Après, là, par exemple, c'est une autre image, bien sûr, assez touchante. Là, aujourd'hui, on va encore parler des émotions, des expressions des animaux, parce que moi, je me suis rendu compte très rapidement que les animaux, bien sûr, il y avait une ressemblance flagrante avec notre société, et qu'on retrouvait énormément de codes dans la vie des animaux, avec notre quotidien. Et donc là, on voit ces moments très touchants de fauves qui sont des fois un peu vraiment très
mastoc qui sont impressionnants, des moments vraiment très touchants, avec une lumière qui s'avère encore assez dure quand même. Et là, cette lumière-là, elle aurait pu un peu nous desservir, ou me desservir, mais je trouve qu'elle est plutôt intéressante parce que ça crée des zones, pour le coup, d'ombre qui sont vraiment, jolies. Et là, pour le coup, ça fonctionne. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, pour ce webinaire-là, je voulais vraiment vous partager ce ressenti que moi j'ai au Kenya, ou quand je fais un safari, où je croise énormément d'animaux. Mais ces animaux-là, je ne les photographie pas qu'une fois ou deux. Je prends du temps, effectivement, pour les observer. Toujours, quand même, le plus à distance possible, avec du matériel effectivement adéquat, que ce soit des zooms, que ce soit des téléobjectifs. D'accord. Donc, après ça, on va pouvoir en parler aussi, Hervé. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit après, du coup, ça, c'est un temps, bien sûr, hors terrain, quoi. C'est-à-dire que le safari se passe souvent au Kenya en véhicule et une petite partie à pied, mais on est souvent quand même en véhicule quand même. Il ne faut pas oublier que c'est une réserve et qu'on est que des invités hein, dans ce monde sauvage. Et une fois qu'on est hors du véhicule, on est considéré comme de la viande, tout bêtement, mais par contre, quand on est dans le véhicule, on est considéré comme un arbre. Et donc voilà, donc ça par exemple, c'est un temps qui est par exemple après le déjeuner, entre par exemple midi et 4 heures, on ne sort pas parce que il fait chaud et que les animaux se reposent. C'est le moment un peu de la sieste pour tout le monde. Et donc voilà, on commence très tôt, mais il y a quand même une pause. Et après, par contre, on y revient en fin de journée, comme je vous ai dit, par rapport aux belles lumières. Et voilà, ça c'est intéressant. Donc, pour le matériel, là, par exemple, vous voyez, ça peut être du téléobjectif ou du télézoom, mais aussi, c'est pas aussi que du téléobjectif. C'est-à-dire que moi, j'ai constaté très rapidement que j'étais le premier à sortir un grand angle quand les autres sortaient un téléobjectif. Je vais m'expliquer tout de suite. Je vais essayer de prendre, voilà, par exemple, cette image-là. Donc, finalement, là, c'est une image qui a été réalisée avec un 14-24. Alors, je ne sais pas si vous allez peut-être bien le voir, mais au-dessus, il y a les... Là, je partage mon écran Lightroom, donc il y a tous les specs là-dessus, c'est-à-dire automatiquement la vitesse, l'ouverture. Vous voyez, ça a été fait à f11, donc c'est assez fermé pour avoir vraiment une plage de netteté vraiment très, très large. Voilà. Et donc, en termes de vitesse, on est sur des vitesses qui sont quand même très basses parce que les éléphants, ça se dépasse doucement. Et en termes d'ISO, on est à 800 ISO, ce qui est quand même très bien, sur une optique qui est à 14-24. Voilà. Donc, une optique qui est quand même grand angle. Voilà. Mais bon, quand on a le temps, autant en profiter. Moi, j'adore marier le paysage avec les animaux. Je pense que c'est l'image la plus explicite qu'on puisse faire, que ce soit un ours derrière un glacier dans l'Arctique, que ce soit des éléphants dans la savane, que ce soit des flamants roses. D'ailleurs, des flamants roses, je vous en ai trouvé, voilà, par exemple ici. Ça, par contre, voilà, tout cela, ce sont des flamands ici. Donc, c'est des petits flamands. Voilà, là, il y a des milliers de flamands. Et tac, on va revenir là. Vous allez les voir un petit peu mieux ici. Voilà. Ces fameux flamands qui sont là. On peut préciser que ça, c'est des photos aériennes, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est des photos. Alors ça a été fait un peu plus au nord du Kenya. C'est pas dans la réserve du Masai Mara. Mais en termes de colorimétrie, on est sur des couleurs. Voilà, on tire plus dans le orange. Voilà, et donc tout ça, c'est des histoires. Mais alors, c'est des histoires, et puis il faut être observateur aussi, parce que, on prend un exemple, lui, on le voit tout de suite, par exemple, ce joli pique-bœuf qui est là, voilà, qui cohabite avec pas mal d'animaux, comme des buffles, qui sert à enlever vraiment plein de petites... faire du nettoyage, là, comme on dit. Et donc après, vous voyez, par exemple, sur cette photo-là, qu'on a choisi pour le visuel de ce webinaire, c'est intéressant parce que là, on a une girafe, tout le monde connaît et n'a pas trop de mal à photographier les girafes, mais derrière, moi, je trouve que c'est super intéressant, c'est lui derrière qui nous regarde et qui est ici, et ça, je trouve ça génial comme petit détail. Donc voilà, alors, après,
on pourrait, après on va lancer un autre sondage hein, aussi, parce que du coup, on aimerait bien savoir si vous aussi, vous êtes amoureux de l'Afrique et si vous avez déjà fait des safaris. Ça, c'est une carte, bien sûr, du Kenya. Et la réserve du Masai Mara, elle se situe ici, à ce niveau-là. Donc, du coup, on flirte avec la Tanzanie et avec ce côté bordure un peu de Tanzanie, on va avoir aussi la migration avec les gnous et les zèbres. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des safaris en été pour voir les crossings. Moi, c'est pas forcément mon délire. Parce que bon, les crossings, c'est quand même pas mal c'est assez violent quand même, hein, et puis c'est quand même, quand même des fois quelques massacres quand même. Et moi, je préfère des crossings un peu plus légers, un peu plus soft au mois de septembre, au mois d'octobre. Voilà, avec des gnous qui traversent, avec les zèbres qui sont là. Donc, les mois vraiment, je dirais, qui sont les plus intéressants, c'est les mois où, bien sûr, il y a moins de monde. On est un peu plus tranquille pour pouvoir faire ces photos, où il n'y a pas 2-3 véhicules qui vont venir vous embêter, par exemple. Et donc, voilà, donc ça peut même être des mois qui flirtent avec la saison des pluies. Par exemple, là, Hervé, j'ai retrouvé les images. Donc, ça, ces animaux, c'est les waterbucks. Et donc, je trouve qu'ils sont assez majestueux. Et là, c'était c'était début novembre. Voilà. Début novembre, saison des pluies. Donc là, où tout le monde fuit, finalement, moi, j'y vais. Donc là, c'est intéressant parce qu'avec la pluie, on a des images, des reflets. Il faut y aller encore début novembre, pas après, mais on a des images que les autres n'ont pas et on a moins de monde. Donc voilà. D'ailleurs, à ce sujet-là, l'année prochaine, au mois de septembre-octobre, je proposerai deux stages au Kenya. Il n'y en aura pas plus. Donc vraiment, pour ceux qui veulent du coup m'accompagner, voilà, je tiendrai informé sur les réseaux sur ces deux slots uniques pour l'année prochaine et pas plus. Voilà, donc ils seront toujours très qualitatifs et une expérience sur le terrain. Alors pour revenir à nos histoires, si par exemple je prends par exemple les fauves, hein, par exemple, voilà, on parlait de la famille, on parlait des expressions. Là, on est dans un côté très câlin, mais à côté, on a la maman, parce que là, on a la maman et les enfants, qui tout d'un coup, la maman a plus envie de se faire embêter par les enfants, parce que bon, il faut savoir une chose, hein, c'est que comme chez nous, les parents bossent, mais les enfants s'amusent, et au bout d'un moment, ça agace un peu les parents. Donc, on retrouve des fois quelques similitudes. Okay, et donc voilà. Donc après, on a des moments effectivement de tendresse et des moments un petit peu plus chauds. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, il y avait aussi ces images là que je voulais vous partager. Ce sont des images aussi de perspective et de cadrage. Parce que là, on voit par exemple la maman guépard qui, elle, utilise un peu les monticules de termitière pour voir vraiment loin et pour protéger au mieux sa portée. Et vous voyez, au départ, par exemple, cette image, elle est un peu plus large aussi. Donc, on peut effectivement, après, recadrer. Et c'est là l'outil, on va dire l'editing, le côté outil editing est important parce que on peut cadrer une image, mais on peut refaire une image dans une image. Ça, c'est clair, on peut. Voilà, ça, c'est évident. De même que cette image-là, si je me dis, par exemple, elle fonctionne comme ça, mais elle pourrait aussi fonctionner si je veux. Hop, je vais en faire une copie. Tac. Voilà. Si par exemple chez moi, je veux me faire un tableau qui est que en format, bien sûr, portrait, et effectivement, elle peut fonctionner aussi comme ça, et tout ainsi de suite. Et je peux aller chercher, si je veux, du détail et autre chose dans cette image, et ainsi de suite. Et après, en fonction effectivement de la puissance du coup de votre écran aussi, vous allez pouvoir travailler au mieux les couleurs. Là, par exemple, vous voyez si vous voyez le orange vraiment commence à s'intensifier.
Là, on peut éclaircir ou, bien sûr, obscurcir plus certaines couleurs. Donc, on peut vraiment travailler les couleurs et arriver à ce qu'on veut. Donc, voilà. Moi, j'aime pas trop les couleurs trop criardes. Alors, au départ, là, vous avez de la vibrance, vous avez de la saturation. OK, ici. Et donc là, on voit qu'il y a quand même une dominante de orange, de jaune et de vert. Voilà. Et si je voudrais carrément supprimer le vert, effectivement, c'est possible d'avoir quelque chose d'un petit peu plus neutre, en gros. Voilà. Et je pourrais carrément supprimer tout, hein, supprimer le vert si je veux, quoi, hein, derrière, si je veux vraiment enlever tout comme ça, je peux très bien arriver à cette photo comme ceci. Et voilà. Donc, il y a quand même, en fonction des goûts et des couleurs et de votre sensibilité, beaucoup de potentiel à traiter après ces images. Et ça, c'est vraiment la partie editing qui est très importante et qui est à peu près la moitié du boulot quand on n'est pas sur le terrain. Et voilà, donc là, vous voyez, là, c'est encore une image au lever. D'accord, avec ces petits loulous. On voit cette lumière, cette fameuse lumière dorée, quoi, qui est géniale, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est juste top. Alors, j'essaie d'agrandir un peu sans exploser la photo, parce que n'oubliez pas que vous pouvez agrandir sur vos écrans à 100%, mais au-delà de 100%, vous allez complètement exploser votre photo, qu'elle soit nette ou pas. Donc là, on est pas loin des. Là, on est à 100%, par exemple. Et là, on voit le détail, on voit vraiment les ombres, on voit les couleurs, on voit les nuances aussi, évidemment. Donc ça, c'est super intéressant. Et ces moments très touchants, voilà, qui peuvent être aussi des moments, vous avez vu, là, c'est un cadrage plutôt paysage. Et là, si on veut faire du cadrage plutôt carré, moi, un exemple type, chez Yellow Corner, qui est une galerie chez qui j'expose, je pense que vous devez connaître Yellow Corner. Du coup, chez Yellow Corner, je peux proposer des photos en format carré. Et après, on verra d'ailleurs à la fin peut-être du webinaire, peut-être les photos qui fonctionnent bien, qui fonctionnent bien chez Yellow Corner, et vous verrez, c'est du format aussi carré. Donc, je crois qu'on peut dire que en fonction du format, ça ne va pas raconter la même chose, quoi. En fonction du cadrage, toute la narration sur une série photo, sur un reportage, elle va dépendre de ton cadrage, de tes choix de couleurs, et puis même de l'ordre dans lesquels tu vas organiser tes images, quoi. Bien sûr. Voilà, là, on est par exemple, on est un peu plus sur du jaune orangé avec du bleu. C'est des couleurs complémentaires, par exemple. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a aussi ce type dans le même esprit un peu de colorimétrie. On a celle-là, par exemple, l'image qui est c'est un peu rigolo, cette image-là. C'est un peu une Top Gun. Toujours pareil, avec ces oiseaux qui décollent. Et là, on a un côté orangé, bleu, limite un petit peu, c'est les couleurs hollywoodiennes au départ, qu'on utilise beaucoup. Là, on voit que ça match plutôt bien. Voilà. Donc, sur les. Pas besoin d'aller sur Photoshop pour faire tout ça. Là, on est sur rappelons qu'on est sur Lightroom, c'est un outil que vous connaissez tous parce que vous aimez tous la photo si vous êtes là ou les voyages. Mais bon, donc là, avec Lightroom, on a quand même un outil maintenant qui est super puissant et ludique et on n'a pas besoin de tout faire sur Photoshop. Moi, personnellement, je n'utilise pas du tout, quasiment pas Photoshop, quoi, parce que pour moi, c'est une usine à gaz qui est trop importante. J'ai tout ce qu'il me faut à disposition pour faire ce que je veux, quoi. Voilà. Tac. Et après, voilà, on a dans ces moments qui sont des histoires, effectivement, alors quand on parle Kenya, on parle des Big Five. Hein, Hervé, on parle vraiment, si on n'a pas fait les lions, les guépards, les léopards, les buffles, tout ça et tout, j'en passe. Bon, c'est comme si on n'avait pas fait un bon safari. L'observation, c'est quand même la clé du succès. Quand même. Et ça peut s'arrêter sur des petits animaux. Voilà. Là, par exemple, c'est un caméléon qui était dans mon camp, par exemple. Et donc, je me suis amusé. Et là, vous voyez qu'avec la lumière, c'est complètement, c'est-à-dire, ce caméléon-là, pour moi, c'est un super client, quoi. La texture, les couleurs. Vous voyez carrément, là, je me suis amusé à le traiter avec une couleur qui est un peu plus prononcée quand même dans les verts. Là, on est, là, voilà, c'est
il est assez rigolo ce caméléon, et puis il avance pour aller où? Bon, on va bien voir après jusqu'où il va nous emmener. Donc là, pareil, hein, vous voyez, là, moi, je varie toujours mes images. Donc, pour raconter des histoires, je vous conseille vraiment de varier vos angles et vos prises de vue. Donc, ça nécessite peut-être d'avoir 2 optiques, effectivement, que ça soit une optique un petit peu plus large et une optique un peu plus serrée. Alors, des optiques macro qui sont fantastiques. Moi, je suis équipé de Lumix, je suis ambassadeur Lumix depuis à peu près 7 ans. Et avant, j'étais chez d'autres marques comme Nikon, et puis j'ai même été équipé aussi avec du Canon. Et là, ça fait 7 ans que je suis avec Lumix et que je développe maximum de retours auprès de Lumix, c'est-à-dire avant que les optiques, par exemple, soient lancées sur le marché et qu'elles vous soient proposées. Moi, je les teste sur le terrain pour Lumix Japon, pour après Lumix France et Europe, et je fais mes retours avant qu'elles sortent, parce qu'effectivement, il y a toujours des défauts, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas très agréable pour nous sur le terrain, les ambassadeurs qui testent le matériel, parce que des fois, on peut se retrouver avec des problèmes, et il faut toujours qu'on ait des solutions un peu B, des plans B. Mais voilà, là, avec une belle optique macro, avec un bon 100 mm, alors chez Lumix, ils en ont sorti un qui est très bien, mais sinon, vous en avez par exemple chez Sigma, Sigma, c'est pour toutes les marques, hein, on n'est pas là pour faire de la pub pour les marques d'appareils photo, mais par exemple, Sigma, ça s'adapte sur quasiment tous les boîtiers. Il y a un 105 mm qui est très bien, qui est très fort. Et là, par exemple, pour réaliser ce type d'image, c'est parfait, quoi, pour avoir vraiment le détail, la texture vraiment du caméléon. Et donc là, je vais vous montrer deux images, une un petit peu plus claire et une autre un petit peu plus contrastée. Alors, je ne sais pas si ça se voit vraiment, mais si, on voit. Voilà. Après, c'est à votre goût, à vous. C'est-à-dire, par exemple, il y en a qui vont préférer des images un petit peu plus sombres, ou un peu, voilà. Et, par exemple, là, il y a ce bokeh, cet effet de bokeh là derrière, qui est vraiment intéressant. Voilà. Et on voit là, par exemple, une autre image encore plus claire sur le sujet. Voilà. Et donc, il va où ce caméléon, Hervé? Il va chercher quelque chose qu'il aime bien. Évidemment, ce sont des feuilles à manger. Et donc là, c'est intéressant parce que vous voyez, en fonction de l'ouverture, du cadrage, de voir vraiment, là on pourrait raconter une histoire sur ce caméléon. Et la lumière qui le traverse, tout ça est vraiment intéressant, quoi. Donc, du coup, voilà, pour tous ces animaux-là, on a une ribambelle d'histoires. Voilà, et tous ces animaux, la plupart des animaux ont quand même des noms aussi dans le Masai Mara. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, tout à l'heure, là, on parlait de lions avec le côté famille. Hein, voilà, là, par exemple, on a une photo qui est qui pourrait être même un petit peu HDR, je dirais, quoi. Là-dessus. Et là, on voit tous ces petits bambins là, voilà, qui s'amusent. Et on retrouve tous les classiques que vous connaissez, le Roi Lion, qui sont inspirés directement évidemment de la savane. Donc voilà. Donc là, pareil, on est sur une colorimétrie qui n'est pas trop poussée en termes de saturation, ça c'est clair. Voilà. On est toujours un peu sur du jaune un peu jaune orangé vert, parce que bon là c'est un peu d'animal qui veut ça, hein, c'est évident. Mais vous voyez un peu les attitudes, vous voyez le cadrage, voilà. Et donc voilà, on a des moments qui sont juste hyper touchants. Et voilà, ça c'est des images par exemple que je n'ai jamais montré au public, hein, Hervé. D'accord. Voilà, c'est des images. Dans Kenya Safari, qui est un bouquin au format carré, d'ailleurs, on pense. J'ai pas pu évidemment mettre toutes les images, quoi, hein. Il y aura un deuxième certainement Kenya qui verra le jour. Et vous voyez, du coup, la maman qui allait de ses petits, et puis les autres qui arrivent derrière, et tout. Donc là, on est vraiment dans le côté, on raconte un peu le quotidien, mais pour ça, il faut effectivement prendre le temps, il faut de l'observation, il faut un savoir-faire aussi. Ça, on va en parler après. Ou même, si tu veux lancer. Ouais, on va lancer la petite vidéo. Ouais. Moi, je te l'ai déjà dit depuis plusieurs années. Je pense que par rapport
aux bébés animaux, tu as des prises de vue qui sont assez exceptionnelles, ou par exemple la petite histoire avec le caméléon, ça fait presque, on pourrait presque faire un montage comme je vais pas dire un roman photo, mais ça pourrait être comme une BD, quelque chose. Enfin, t'as des séries qui sont rigolotes. Je sais pas, on verra ce qu'on va en faire. Alors, question de Luc, est-ce qu'on pourra revoir ce webinaire? Oui, c'est enregistré, bien entendu, et donc vous aurez la possibilité d'accéder à la rediffusion dès demain. Je vous enverrai à tous le lien, hein, même pour les personnes qui auraient raté par exemple le début, ne vous inquiétez pas. Donc, quelques photos magnifiques là d'Olivier. Vous voyez ici un petit effet, tout n'est pas net, hein, un petit effet de bokeh. Ouais. Ben là, là, ce qui est intéressant aussi, c'est la perspective, parce que je ne sais pas s'il y aura des questions dans ce sens-là ou quoi, mais vous voyez qu'à chaque fois, quand on photographie un sujet, que ce soit des animaux ou que ce soit vos enfants ou des sujets humains, on essaie de se mettre à niveau du sujet. Et là, vous voyez, le bébé lion, je suis quasiment à son niveau. Donc, ça veut dire que je suis quand même assez bas, à moins que le monticule soit assez haut, évidemment, mais il faut toujours quand même être à son niveau. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir un effet topé qui peut peut-être être joli, mais bon, c'est pas forcément recommandé quoi, pour faire toutes vos photos. Donc là, on voit, je suis au même niveau que le lion, que le sujet. Et là, vous voyez, c'est encore super. C'est-à-dire, il y a le petit frère qui essaye d'aller encore le mordiller. Ça joue. Il y a des moments de paix. Du coup, voilà, on est vraiment sur tous ces moments-là. Mais bon, on va vous envoyer, on va vous montrer une rencontre un peu particulière pour être encore plus dans le safari, dans le côté savane, et pour vous montrer une petite partie de photos aérienne aussi. Et donc là, du coup, on vous a préparé une deuxième vidéo. Olivier, juste pour préciser, la vidéo que je vais jouer, elle a été tournée avec ton appareil photo, bien sûr. Alors, la vidéo qui va suivre, c'est une équipe de tournage. C'est une équipe de tournage. C'est une équipe de tournage alors, qui tournait avec du. Non, mais c'est intéressant, je veux préciser. Qui tournait avec du Lumix S1H. D'accord. Donc, c'est du setup qui est employé pour des séries Netflix d'ailleurs, donc qui rentre dans ce package. Voilà. Sachant que le Lumix est très fort en vidéo. En photo aussi, mais au départ est très fort en vidéo, donc c'est pour ça aussi que c'était un gros challenge pour moi au départ de vouloir faire monter la marque Lumix, aussi avec mon savoir-faire, mon expérience venant de chez au départ Nikon, tout ça, donc c'était un réel défi, et voilà, qu'on essaye de relever, voilà. Je lance la vidéo, et puis tu nous racontes la suite après. Aujourd'hui, c'est un moment très particulier. J'ai rencontré une famille d'éléphants. C'est une famille qui venait vers nous. Donc là, à ce moment-là, Luc, mon driver, a arrêté la voiture. Donc là, le but du jeu, c'est de rester le plus discret possible pour les faire changer de direction. Et là, on va laisser venir un peu. Sinon, on risque de ne pas avoir le plan que je veux, là, donc bien ras. Moment d'émotion, hein, parce que c'est très rare. Puis en plus, il y avait une maman avec un petit, et puis il continuait d'avancer. Normalement, une maman avec son bébé, elle est hyper protectrice, donc au contraire, elle va peut-être avoir un sentiment un peu d'agressivité, de protection, et là, pas du tout. Donc là, moi, j'étais fondu dans le décor, et c'était magique. Voler en Afrique dans un avion de brousse et particulièrement survoler le Kenya, c'est avoir la chance de réaliser un de mes rêves de photographe. Avec et grâce à Alexis, mon pilote, j'ai pu traverser le Kenya du nord au sud et du coup survoler une diversité d'environnements tous plus fabuleux les uns que les autres. On va voler sur
les chutes des Karuga. C'est les plus hautes chutes du Kenya sur la forêt des Aberdères. Et c'est à peu près à 11 000 pieds d'altitude. Sur une ligne 2 presque verticale. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti les kikis. Super Alexis, hein. Ça claque, hein. Vu de haut, en fait, tout est beau. Que ce soit la savane ou les coulées de lave des volcans éteints il y a plus de 2000 ans. Les paysages du Kenya sont terriblement photogéniques. Dans le nord du pays, près du village de Loyangalani, j'ai eu la chance de rencontrer la tribu des Turkana. À ce moment-là, ils répétaient une danse tribale au bord du lac et ils m'ont permis de les photographier. Et là, ça a été pour moi un festival de couleurs, de sons et d'émotions. Ok, merci Hervé pour avoir partagé cette vidéo parce que le moment un des plus touchants, c'est la rencontre avec la maman éléphant. Bien sûr, ça c'est quelque chose d'exceptionnel, hein. Et donc c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais quand une maman éléphant avec son petit vient vers vous à distance de 4-5 mètres. C'est juste exceptionnel, quoi. On parle bien d'une réserve et pas d'un parc. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est vraiment important. Puis après, du coup, je vous montrerai une photo, bien sûr, qui illustre bien ce moment-là. Après, ce que je voulais aussi vous partager, c'est aussi, il y a de très très bons clients dans la savane, c'est aussi les zèbres. Les zèbres et les gnous, on en parlait tout à l'heure. Donc là, par exemple, c'est une colorimétrie un petit peu plus saturée pour le coup. Et là, par exemple, c'est un fichier brut. Voilà, fichier brut. Et là, vous voyez, par exemple, ce type d'image-là, il y a un traitement possible. Par exemple, il y a un traitement un peu plus mat et un traitement un petit peu plus brillant, quoi. Donc après, c'est à la convenance de chacun. Moi, j'aime bien les deux, finalement. Donc, je ne sais jamais trop comment me décider sur cette photo, quoi. Et, parce que dès qu'on commence à aller plus dans quelque chose de plus brillant, le blanc, du coup, il commence un petit peu à en prendre un coup. Les hautes lumières, on a du mal à les rattraper, mais non. Voilà. Donc là, il y en a deux images avec deux traitements qui sont un petit peu différents. Et voilà, et les zèbres, c'est toujours des super bons clients parce qu'ils sont très joueurs. Ils sont très très joueurs et de rester avec eux, c'est à chaque fois un enchantement parce que ils s'amusent, voilà. Et là, on a encore des petits, maman avec des petits. Et on pourrait construire une histoire avec ces images, hein. Donc avec ces deux zèbres qui s'en vont directement galoper en pleine liberté. Avec cette belle image qui a été encore faite au 14-24 certainement, et pas avec un gros téléobjectif. Donc je précise. Et donc là, voilà, là, vous voyez, même une photo comme ça, une prise de vue à contre-jour, on peut quand même effectivement essayer de la sublimer. C'est pas évident au départ, c'est clair. Mais du coup, voilà, le rendu est là. Hop. Alors, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est vous poser la question sur la deuxième question qu'on voulait vous poser, je crois, Hervé, sur la partie, je crois, Safari. Tout à fait. J'ai prévu un petit quiz un petit peu différent. Ce n'est pas un sondage, c'est un quiz. Je le lance. Voilà. Et c'est parti. Ouais. Tu peux parler pendant que il y a le quiz. D'ailleurs, pendant que vous êtes en train
de répondre au quiz. Du coup, on parlait des zèbres. Là, par exemple, c'est une série d'images. J'arrive en plein dans la réserve du Masai Mara avec une tempête, des trombes d'eau, donc voilà, qui s'abattent directement sur la réserve. Donc là, c'était assez compliqué. Et là, on est sur des ISO qui sont à 12 800 ISO. Donc aujourd'hui, ça ne paraît pas énormissime parce qu'on monte avec des boîtiers facilement à ces niveaux d'ISO, quoi. Même si je vous conseille pas d'emblée, quoi, de rester le plus bas possible, quoi. Mais aujourd'hui, les capteurs permettent de monter en sensibilité, ils sont assez sensibles. Mais là, du coup, vous voyez quand même que c'est des images qui sont compliquées à faire, hein, mais ça retrace une ambiance. Et ça, c'est intéressant parce que ça vient compléter effectivement d'autres séries d'images qui sont plus, comme on a dit, avec un ciel bleu, avec des nuages. Voilà. Donc, on a vraiment des moments, des histoires différentes. Et puis aussi, on a des animaux qui sont aussi un peu stéréotypés, quoi, hein, par rapport à ce qu'on nous fait passer comme message, donc, que ce soit dans les Disney ou on en parlait tout à l'heure, là, du Roi Lion. Les hyènes sont souvent des animaux qui sont dits comme pas très beaux. Alors, c'est peut-être pas la beauté incarnée, mais là, la maman avec son petit. Et voilà, donc c'est des moments pareils qui sont aussi touchants, quoi. Là, du coup, c'est une image un petit peu particulière, quoi, avec ces petits qui sont autour, comme ça, là. C'est... Et voilà, et on est toujours avec quand même des regards. Et ça, c'est important parce que pour ceux qui connaissent, par exemple, mon dernier livre sur Arctic Circle, c'est l'œil du loup, par exemple, qui me regarde. Ça va être ça va être le léopard. On va voir après, là, tout de suite, très rapidement, le lion. Là, du coup, on a le guépard, effectivement, Malaïka, hein, qui est ici. Vous avez ce fameux lion. Alors ça, c'est un fichier brut, par exemple, hein. Donc, je ne vous ai pas mis que des fichiers traités, hein. Je vous ai concocté aussi des fichiers bruts. Et ces fichiers bruts, voilà, vous voyez comme ils sont déjà bien beaux, déjà de nature, hein. Il n'y a pas forcément de faire un très gros travail d'editing dessus. Celui-là, je le trouve limite un peu poétique, quoi. Avec cette branche qui vient sur lui. Olivier, je suis conscient du temps. Oui. Donc, oui. Ce qu'on va faire, si tu es d'accord, là, je vais faire, comme annoncé, la petite page de pub. Et donc, autour de tout le travail que tu fais, juste pour partager, hein, avec l'audience, expliquer que ton travail... Alors ça, c'est quoi comme oiseau, celui-ci? Alors ça, c'est un tisserin. Alors c'est un tisserin. Ouais. C'est un oiseau particulier, hein, parce que le tisserin, il fait sa maison, il travaille, hein, il bosse, hein. Donc là, vous voyez déjà le fichier brut et le fichier traité. On n'est pas très très loin, hein. Il n'y a pas un gros travail, mais quand même en termes de couleur, c'est bien. Et le tisserin, lui, il va travailler pour construire sa maison, hein. Donc voilà, et pour proposer après à sa dulcinée, finalement, du coup, le nid, quoi, et donc la femme tisserin, elle va directement après, du coup, on va le voir ici. Hop, excuse. Voilà. Là, il est en train de concevoir son nid, donc il n'arrête pas de travailler, hein, c'est un bosseur acharné. Et une fois, il invite du coup sa dulcinée à aller voir la future maison, hein, familiale, et celle-ci, du coup, va l'inspecter. Et alors, c'est flagrant parce que vous voyez, là, il y a la tige principale qui se situe au-dessus là, du nid. Et si vraiment elle n'est pas contente, Madame Tisserin, du coup, elle met un coup de bec sur le haut de la tige et le nid tombe. Et je dirais, le monsieur n'a plus qu'à recommencer ses efforts jusqu'à arriver à satisfaction de Madame, quoi, en gros, quoi. Et c'est assez rigolo. Et alors, ce que j'expliquais, c'est tout le travail que tu fais sur les images. Tu peux zoomer sur une qui te plaît, n'est possible de manière à bien rendre le choix du photographe entre
la prise de vue, et pour aller jusque... Donc ça, par exemple, c'est un des bouquins d'Olivier. Hein, c'est Kenya Safari. Je ne vais pas me mettre en trop grand, mais je peux me mettre en un peu plus grand. Voilà. Donc ça, c'est Kenya Safari, qu'on a du mal à trouver parce que je crois qu'il est épuisé. Et puis, celui qu'on trouve par contre, alors c'est pas les mêmes genres d'animaux, c'est Arctic Circle. C'est un livre autour de l'Arctique, sur lequel, avec Olivier, on a travaillé pour que, depuis les prises de vue, elles puissent être préparées. Et vous voyez, ce que j'ai en main, c'est les bons à tirer qui ont servi ensuite à faire les choix finaux avec l'imprimeur. Mais le travail qu'a fait Olivier de retouche sur les photos, vous voyez qu'ici, par exemple, il y a des noirs assez profonds, eh bien, ce n'est possible de les faire en gagnant du temps, hein, bien entendu, qu'avec un écran de qualité. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que un des sponsors de ce soir, c'est BenQ, qui est le partenaire principal pour cette émission. Et BenQ, avec notre partenaire Digitphoto, eh bien, il y a une offre spéciale, donc je vais vous la partager tout de suite. Bim, voilà. Chez Digitphoto, vous pouvez avoir 7% de remise sur tous les écrans BenQ SW. Donc les SW, ce sont les écrans qui sont faits pour la retouche photo. Ce sont des dalles IPS avec une finition mat qui couvre 98% de l'espace Adobe RVB. Et il y a des 24 pouces, des 27 pouces, deux modèles, 27 pouces 2K, un 27 pouces 4K, et puis un 32 pouces 4K, comme ça, suivant vos budgets, vous regarderez. Et l'offre spéciale que je vous ai envoyée, si vous cliquez dessus, vous allez directement sur le site de Digitphoto. C'était la petite page de pub. Ce sont de très bons écrans. Olivier, qui est photographe professionnel, tu les utilises depuis combien de temps, toi? Pour moi, ça fait déjà plusieurs années que je suis expert pour BenQ. Alors, ça doit faire au moins facilement 6 ans que je suis expert pour BenQ. Et donc là, je travaille avec actuellement, mon écran, c'est un SW321C, donc c'est un 32 pouces. Voilà, après les 27 pouces sont fantastiques aussi, ils en font des très bien. Et en termes d'espace, du coup, sur l'espace colorimétrique, sur l'Adobe RVB, comme disait Hervé, on est quasiment à 100%, ce qui est génial. Et n'oubliez pas aussi quelque chose, c'est qu'entre la différence entre l'Adobe RVB et l'Adobe SRVB, il y a vraiment un monde un peu d'écart, hein, parce que vous avez grosso modo 30% de couleur de moins entre les deux. Ouais. SRVB, c'est une norme qui date de 1974, ça vous donne une petite idée, ça commence à être un petit peu ancien. Et pour tout ce qui est justement ce travail de préparation par rapport à des tirages, que ce soit chez votre partenaire, imprimeur, tireur d'art, ou pour préparer un livre photo. Si vous approchez d'Adobe RVB, vous pouvez simuler à votre écran la sortie papier. Donc ça, c'est important. Ça fait partie du sujet. Et c'est ce qu'on a sur les écrans BenQ SW. BenQ fait d'autres écrans par ailleurs pour le gaming, pour des tas d'autres choses. Mais les SW, ils sont vraiment faits pour la photo. Et Olivier n'est pas le seul à en parler. On va fermer là, hein. C'était juste une page de pub comme promis. Et on va passer à la session questions-réponses. Donc Olivier, beaucoup de questions, certaines techniques, d'autres un petit peu moins techniques. Est-ce que les photos que tu as prises, que tu nous as montrées, c'est au zoom ou avec un téléobjectif à focale fixe? Elles ont été faites avec différentes optiques, mais donc autant avec un grand angle qu'un 14-24 mm, donc ce que je disais tout à l'heure, jusqu'à du 600 mm. Mais là, tout à l'heure, les images que je vous ai montré, quelques illustrations que je prends quand je suis en safari ou en stage photo que j'organise, du coup, il y a beaucoup qui ont été faits aussi au 400 mm aussi. Voilà, sachant que maintenant, les optiques sont de plus en plus, les téléobjectifs sont de plus en plus compacts. Là, tout à l'heure, vous avez vu un 400 mm à 2.8 qui est énorme, mais maintenant, on travaille avec des optiques qui sont beaucoup plus compactes. Donc, entre du 400, 500 et 600 mm pour le téléobjectif, si c'est pour répondre par rapport au télé. Question de vocabulaire, tu as utilisé le mot crossing. Il s'agissait d'une traversée d'une rivière ou d'un gué, c'est ça? Oui, parce que le Masai Mara, c'est la Mara, donc c'est directement la rivière qui traverse la réserve. Et les crossings de gnous et de zèbres,
du coup, sont nombreux pendant l'été, parce que vous savez que la migration se fait en fonction de la météo, des saisons et des pluies, et les gnous et les zèbres suivent la pluie, bien sûr pour se nourrir, et c'est comme ça finalement ce cercle se fait entre le Kenya et la Tanzanie. Plein de réactions par rapport au Masai Mara. Il ne faut pas résumer le Kenya au Masai Mara. Il y a beaucoup d'autres parcs avec des beaux paysages, Meru, Samburu, Aberdare, ou Aberdare, les lacs, etc. Et puis, il n'y a pas que le Kenya non plus. Et beaucoup de questions, c'est oui, mais cette photo animalière, on peut aussi la faire près de chez soi. Bien sûr, on peut, déjà pour s'entraîner, c'est déjà très bien. Et puis, on a des forêts, on a des parcs, on a beaucoup de matière pour faire des photos. Alors, après, en termes d'équipement, je vous ai dit, pour une optique macro, ça coûte moins cher qu'un téléobjectif. Et vous pouvez faire aussi des petits animaux, des insectes. Voilà, donc ça, on peut déjà s'entraîner, déjà chez soi, pour aller faire des écureuils, des renards. Moi, c'est ce que je fais directement aussi en famille. Voilà, que ce soit avec ma compagne, avec ma fille, on observe. Le premier outil, c'est quand même les jumelles. Et tout à l'heure, c'est une question qu'on posait. Et oui. Donc, le premier outil, c'est l'observation, parce que évidemment, le matériel, même s'il est de plus en plus compact, il reste quand même assez lourd quand même. Et donc, le premier outil, c'est l'observation. Et chez nous, on a des sites qui sont fabuleux. Alors, on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Moi, c'est vrai que j'aime bien, je suis un aventurier dans l'âme, donc j'adore ça, même si je reviens du côté de chez moi, et on va peut-être en parler 2 mois après, mais oui, chez soi, on peut s'entraîner avec énormément de choses. En France, on a plein de sites qui sont fabuleux, quoi. Très bien. Du coup, pour réussir ces photos animalières, quelques conseils par rapport... Alors, tu as parlé d'éclairage, mais j'aimerais bien que tu en reparles un petit peu. C'est quoi les horaires magiques et le type d'éclairage? Plusieurs questions aussi de personnes par rapport au cadrage. C'est un autre sujet, mais bon, je te pose ça fait 2 questions. Est-ce qu'on peut se permettre de couper un animal? Parce que Marie-Paul l'avait dit, ça ne se faisait pas. Mais bon, on a vu que si vous voulez, vous le prenez en entier, puis au cadrage, vous choisirez peut-être de resserrer le cadrage. Mais il y a aussi, est-ce que l'animal, est-ce que c'est grave s'il y a une petite branche devant, ou est-ce qu'au contraire tu les laisses exprès? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pas dans les suppressions de branches, de trucs. D'ailleurs, en parlant de ça, je crois que la photo du webinaire, il y a la girafe, mais il y a aussi un léopard qui sort et qui est un peu camouflé, quoi. Je sais pas si vous la reverrez, cette image. Bon, il y en aurait plein qui auraient voulu supprimer ces branches-là. Pour moi, je trouve qu'elles sont naturelles. Donc, je pense qu'il faut garder un équilibre, que l'animal soit encore assez visible, que l'autofocus prenne bien, évidemment, fasse bien le job, ça c'est clair, parce que je vais passer des questions aussi sur l'autofocus. Les autofocus sur les sujets, sur les animaux, maintenant c'est de plus en plus perfectionné. C'est beaucoup plus facile de faire une mise au point. Mais sur les cadrages, après c'est comme pour l'humain, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous cadrez un buste, une tête ou quoi, vous n'allez pas couper certains éléments. Là, le lion, par exemple, le lion qui je ne sais pas si je peux repartager. Si, on remonte une image. Mais voilà, par exemple, on parlait de Yellow Corner tout à l'heure. Les 2 images phares chez Yellow Corner, mes images qui marchent bien là-bas, c'est effectivement le lion et aussi la maman éléphant. Mais le lion, vous voyez, évidemment, il a été recadré parce qu'au départ, c'est un lion qui est plus large. Et moi, j'ai voulu directement faire un focus sur son visage. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, là, c'est différent. On est plein pied. La lumière est très importante. Et après, juste, on repart sur les questions. Mais pour vous montrer cette série d'images avec le lion, au départ, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire, je vous montre vraiment tous mes dossiers. Et voilà, donc du coup, au départ, vous voyez, on est sur une lumière qui est comme ça. Donc le traitement, il n'est pas non plus, il est plus poussé, il est plus avancé. Évidemment, il y a des codes, il y a des choses à respecter, d'où le fait de participer des fois à des formations d'editing, ça fait que, c'est très bien, c'est très important. Vous allez vous amuser en photo. Mais voilà, vous voyez, au départ, on part de là, on part d'un fichier qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire une lumière qui est fin de journée, les temps. C'est le matin, lever le soleil. Là, comme
faut voir les heures de lever. Ça se joue des fois à quoi, à 20 minutes, 15-20 minutes quoi, de lever, quoi. C'est même pas. Des fois, c'est hyper court, quoi. Donc voilà. Après, ça peut durer une petite partie de la matinée. Et voilà. Et la fin de journée, c'est pareil. Ça peut être une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous avez vraiment une belle lumière dorée, un peu de truc. Privilégier le début et les fins de journée, et moins les journées, on va dire, au milieu. Vous aurez des rendus qui seront peut-être un peu moins flatteurs. Donc, voilà. Très bien. Donc les heures, tu en as parlé. Pas mal de questions par rapport à ton positionnement. Donc tu as expliqué qu'un des intérêts, et ça raconte une histoire, de se mettre au niveau des animaux, mais beaucoup de personnes disent en safari, moi j'ai pas forcément le droit de sortir du véhicule, du coup quand je prends des photos du haut du véhicule, ben forcément je suis pas au niveau des animaux. Oui. Alors faut bien rappeler, c'est important, c'est vrai de le dire, c'est-à-dire qu'on ne sort jamais du véhicule, et d'ailleurs pour ceux qui viendront avec moi l'année prochaine, voilà, il n'y aura pas beaucoup de place, hein, évidemment. Hein, ça sera vraiment 2 véhicules, quoi, c'est-à-dire 8 places possibles. On ne sort pas du véhicule comme ça. C'est-à-dire que là, j'avais eu vraiment l'autorisation de mon guide, de mon driver, du coup, qui était Luc Gentil, voilà, qui est formidable. Alors, j'ai des guides kenyans, j'ai des guides français. Je travaille voilà, avec des guides de confiance. Et donc là, je lui avais demandé exceptionnellement si je pouvais me mettre devant le véhicule, et c'est quelque chose qui est assez rarissime. Après, quand on prend un petit déjeuner et qu'on sécurise la zone, ou qu'on fait un full day, on sort toute la journée, ça arrive une fois ou 2 fois dans un safari, du coup, là, effectivement, on est à l'extérieur, mais la plupart du temps, on est dans le véhicule. Donc c'était bien de me repréciser, quoi. Beaucoup de questions autour de comment gérer et transporter le matériel, parce que depuis l'Europe, déjà, il faut sélectionner certains matériels qu'on va mettre dans son sac, il ne faut pas avoir trop de choses. Ensuite, comment tu emmènes ton matériel pour ne pas te faire emmerder par la compagnie aérienne, comment je le protège. Je crois que derrière toi, tu as quelques flight cases là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que là, j'ai des, je ne sais pas si on les verra ici, c'est des Pelicases qui sont là, ici, derrière. C'est des Pelicases, c'est les Peli 15-10 qui sont très, très pratiques, quoi, parce qu'elles sont robustes. Sinon, vous avez aussi évidemment des sacs à dos de marques différentes, quoi, que ce soit Manfrotto, Gitzo ou quoi, qui sont vraiment très très bien. Si vous avez des questions de cet ordre-là, même je vous conseille peut-être plus tard de me contacter sur Instagram. Il n'y a pas de problème, je vous donnerai plein d'autres tuyaux qu'on ne pourra peut-être pas donner là, peut-être tout ce soir. Voilà, si vous voulez des conseils un petit peu plus poussés, voire des modèles très précis. Mais sinon, j'embarque souvent une pellicaise avec moi, évidemment, et un sac à dos en complément, quoi. Voilà. Parce que quand on est dans des voitures, des véhicules comme ça, des fois, ça prend des chocs, ça prend des coups. Il faut bien avoir un sac avec soi, un petit sac ou alors quelque chose un petit peu en bandoulière, et avoir le matos rangé dans une pelli qui résiste à la pluie, qui résiste au choc. Et voilà. Très bien. Une question technique, et après je te parlerai plus de questions plus créativité. Quand tu shootes, tu es en priorité vitesse, ouverture, ou tu shootes en manuel? Les priorités, ça marche très bien. Après, je suis quand même souvent, alors quand on fait des animaux, on est en priorité vitesse. Quand on fait des paysages, on se mettra plus en priorité ouverture, hein, ou aperture, hein, pour ceux qui ont sur les boîtiers, donc les fameux A ou S. Les priorités, c'est très bien. Et après aussi, on n'a pas parlé de la sensibilité aussi, hein, mais bon, déjà priorité, c'est bien. Pour maîtriser déjà ça, c'est vraiment, je peux vous conseiller ça. Et moi, après, je travaille aussi souvent quand même en manuel, où j'ai pas envie de trop dépasser. Alors, en vitesse, c'est pas trop grave, mais j'ai pas trop envie qu'il me bloque sur certaines données, quoi. Donc, je bosse beaucoup en priorité et aussi en manuel quand même. Et après, la sensibilité, je vous conseille de la mettre en automatique, parce que celle-là, elle va vous aider et elle ne va pas du coup vous empêcher ou vous faire perdre du temps pendant un réglage. Donc, je dirais que la sensibilité, si vous pouvez vous l'enlever comme problème, c'est pas mal. Même si les capteurs montent bien en sensibilité aujourd'hui, quoi. Encore une question technique, utilisation de trépied, de monopode ou de déclencheur, ça peut se poser. Alors, pendant le comment dire,
un Safari, on a sur certains véhicules des possibilités de fixer sur des fenêtres directement des stabilisateurs, quoi, des pendulaires ou directement la rotule pour pouvoir pour pas avoir le poids du matériel directement tout le temps, et pouvoir directement tout de suite le clipser tout de suite. Ça, c'est pratique. Même si, franchement, c'est de moins en moins lourd quand même les boîtiers et qu'on utilise ça de moins en moins quand même. Voilà. Soit il y a cette possibilité-là, mais comme on a dit, on n'est pas tout le temps à pied, donc on ne va pas s'amuser à trimballer un trépied, ça c'est clair. Donc c'est pour ça qu'on adapte ce genre de rotule pendulaire sur les fenêtres. On a des attaches vraiment spécifiques qui sont prévues à cet effet. Et après, du coup, là vous avez vu au départ un time-lapse sur les éléphants. Ça a été fait directement de mon boîtier avec le télé, qui était fixé sur la fenêtre avec une rotule, donc qui était très stable, et donc qui lui déclenchait comme un time-lapse pendant X secondes, pendant tant de minutes, et vous voyez ce que ça a donné. Voilà. Donc, il faut que ça soit très stable, ça, par contre. Alors, raconter une histoire à partir de photos animalières, moi, j'ai retenu que avant de shooter, tu as un round d'observation. Des fois, ça peut être plusieurs rounds d'observation. C'est d'ailleurs le conseil que donne aussi un photographe comme Vincent Munier. Avant de shooter, il observe, il repère, il regarde le point d'eau, il regarde toutes les traces qui permettent de savoir où va un animal. Je pense que toi, tu n'es pas éloigné de cette approche-là. Mais comment tu fais pour raconter une histoire autour de cette photo animalière? Comment tu composes une série, par exemple? Il faut suivre les sujets. Alors là, bon, ce soir, on aurait pu ne choisir que un animal, par exemple. On aurait pu choisir un sujet. On aurait pu mettre que des zèbres et ne faire que une soirée spéciale histoire pour des zèbres. Et à ce moment-là, on aurait vu directement le quotidien, l'endroit, les temps de la journée qui sont différents, les lumières qui sont différentes, des interactions différentes. Donc c'est pour ça que là, ce webinaire-là, ce soir, c'est raconter une histoire à travers la nature. Mais moi, au lieu de peut-être simplifier juste une histoire, j'ai essayé de vous montrer plusieurs petites histoires qui peuvent être après, effectivement, creusées, qui peuvent être encore un peu plus amenées. Et là, vous avez vu quand même sur certains animaux, il y a plusieurs prises de vue, plusieurs séquences différentes. Et c'est avec ces séquences-là, avec des temps dans la journée, ou sur plusieurs jours, ou sur une semaine, ou sur un mois, ou quoi, c'est comme ça qu'on fait des documentaires animaliers. On suit les animaux sans les perturber le moins possible, en tout cas, pour pouvoir comprendre comment ils fonctionnent. Et c'est normal. Donc voilà. Et là, bon, ce soir, c'était le but, c'était de vous partager ces séquences-là qui pourraient être des débuts d'histoire. Voilà. Et donc, voilà, si on avait voulu, on aurait pu raconter l'histoire de Malaïka avec ses petits, par exemple, et on n'aurait pris que des images de Malaïka qui protège ses petits, qui va chasser mais qui les met à l'abri, après, du coup, on a des images de chasse, des images de protection, des images de prédation. Donc, on a des temps qui sont différents. Et c'est comme ça qu'il faut le penser. C'est comme tout documentaire télé-animalier que vous regardez certainement à la télé. C'est pareil en photo. C'est comme ça. C'est pour ça que là, il y a quand même... je pense que les gens qui connaissent mon travail, vous avez déjà peut-être revu certaines images, mais aussi il y a eu d'autres images, évidemment, que je voulais vous partager et qui font partie de ces séquences-là. Voilà, Hervé. C'est ça la clé du succès. Et déjà, si on arrive déjà à faire un sujet sur un animal à côté de chez soi ou ailleurs, c'est déjà bingo. C'est déjà une réussite. Donc il faut passer du temps. Très bien. Et moi, j'insiste sur une chose, parce qu'il y a des personnes qui sont apparemment un petit peu déçues, mais on a parlé de comment
le cadrage va raconter une chose différente. C'est à partir de la même photo de base, suivant la manière dont vous allez préparer votre image, elle ne raconte pas la même chose. Ensuite, les séries photos, c'est un autre sujet qu'on avait abordé il n'y a pas longtemps avec Johan Terrazza. Moi, je pense que, d'autre part, chacun va raconter un peu son histoire. Là, Olivier nous a montré des images de la nature, qu'est-ce qu'elle raconte, et puis les prises de vue, et comment vous allez organiser vos séries. Olivier, je vous rappelle, il est photographe reporter, hein, donc moi j'ai vu pas mal de ses reportages sur plein de sujets, et quand on fait du reportage en agence, typiquement, c'est 10 à 12 images qu'on appelle des green dots ou des red dots suivants, et qu'ensuite vont être sélectionnés par le média qui va récupérer les images. Donc c'est très serré, c'est-à-dire qu'à partir de peut-être 100 ou 150 prises de vue, il va en sélectionner d'abord 20, puis une dizaine ou une douzaine. Ça, ce serait pour un travail pour Getty, hein, tu me confirmes, c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, bien sûr. Après, si tu en envoies trop, ça ne les intéresse pas. Après, je peux comprendre que certaines personnes veuillent plus d'informations, et c'est normal. Mais rappelons-le, nous n'avons que 1 heure, donc 45 minutes et un quart d'heure. Et en 45 minutes, il est impossible, évidemment, de pouvoir traiter les infos techniques. Non, mais c'est important de le dire aux personnes qui nous regardent, parce que c'est vraiment une belle ouverture. En tout cas, j'espère que vous l'avez vu comme ça, parce que du coup, vous livrez des séries d'images comme ça, c'est des choix différents. Mais raconter une histoire, c'est raconter des histoires aussi sur des animaux qui sont très peu connus. Par exemple, dans le Kenya, vous avez des autotions. Les autotions, c'est des animaux qui sortent la nuit. Il y a par exemple, c'est des images que j'avais peut-être en tête aussi à vous partager. Voilà, on peut raconter des histoires sur des animaux qui sont aussi menacés en voie de disparition, ou qui sont très peu vus, hein, ça c'est clair. Donc c'est pour ça que le webinaire, il est vraiment là pour ouvrir la porte sur des idées, sur certains types, sur ça. Après, les infos techniques, vous pouvez me poser la question, vous pouvez vous inscrire au stage prochain, que ce soit en Camargue, que ce soit au Kenya, vous êtes vraiment les bienvenus. Oui. Mais voilà, en tout cas, c'est une belle porte ouverte qu'on a essayé de vous proposer aujourd'hui là-dessus. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur Instagram, Hervé, hein, Alors, justement, là, je vais afficher le lien, et comme ça, si vous cliquez dessus, vous allez directement sur l'Insta d'Olivier Henriot. Moi, je voulais quand même repréciser que la photo animalière, là, on a montré, et c'est vrai que ça fait rêver, des animaux qu'on ne voit pas tous les jours. Et puis, un de tes voyages au Kenya, où tu vas presque tous les ans. Hein. Mais n'hésitez pas aussi à faire des photos, comme on en a parlé, dans votre région, dans les régions voisines. Il y a des endroits qui sont fabuleux, des parcs naturels, votre jardin. Alors par contre, souvent, faut jouer avec l'horaire. Renseignez-vous, observez, et vous pourrez avoir de très très bonnes surprises. Il y a des trucs géniaux à faire sans forcément aller à l'autre bout du monde. Et d'ailleurs, peut-être que dans le mot pour la fin qu'Olivier nous a prévu ce soir, vous verrez que ça se passe en Europe. Et j'en dis pas plus. Moi, je vous remercie pour votre participation. Merci Olivier pour ces très belles images. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Sur le temps donné, c'est toujours un petit peu frustrant, mais moi, je suis pas du tout bloqué par ça. On aura l'occasion peut-être de parler d'autres sujets dans d'autres webinaires. Je vous remercie. Passez une très bonne soirée. Je laisse le mot pour la fin à Olivier, mais avant ça, il m'a demandé de vous jouer une petite vidéo que je vais lancer tout de suite. Alors, elle est sans le son, vous inquiétez pas, c'est très court, et il va vous dire pourquoi on vous montre ça. Et voilà, du coup, je voulais vous partager le projet en cours, en tout cas, qui est Carbone Bleu, avec ces belles images sous-marines. Et voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion de vous présenter c'est encore cet univers différent sous l'eau,
avec des approches différentes, avec des infos techniques différentes. Et voilà, donc là, en ce moment, je mène ce projet avec toute une équipe qui est l'association Wildlife Interaction. C'est une association que j'ai fondée en 2020 et qui a but de sensibiliser le public et aussi de monter des mallettes pédagogiques pour les scolaires, parce que j'interviens dans les écoles avec l'association Wildlife Interaction. C'est toutes les personnes qui en font partie. Donc, c'est des enseignants, des naturalistes, des chercheurs, des scientifiques. Et voilà, donc c'est ce dernier projet avec un autre univers. Je voulais vous le partager pour vous parler d'actualité et de la suite. Voilà. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, on reste en contact sur Instagram, bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent. Et je vous dis à très vite. Merci Hervé. Merci beaucoup Olivier. Très bonne soirée à tous. Rediffusion demain. J'envoie un petit email à tout le monde. Passez une belle soirée. À bientôt. Au revoir.